personnes mettent tous les jours une partie considérable de leurs biens à la merci des cartes et des dés, quoiqu'elles n'ignorent point les mauvaises suites du gros jeu. Les hommes enrichis par ces bienfaits sont connus de toute l'Europe, comme le sont ceux auxquels il est arrivé quelque aventure singulière. Les hommes riches et ruinés par le jeu passent en nombre les gens robustes que les médecins ont rendus infirmes. Les fous et les fripons sont les seuls qui jouent par un motif d'avarice et dans la vue d'augmenter leurs biens par des gains continuels. Ce n'est donc point l'avarice, c'est l'attrait du jeu qui fait entendre que tant de personnes se ruinent à jouer. En effet, un joueur habile, doué du talent de combiner aisément une infinité de circonstances et d'en tirer promptement des conséquences justes, un joueur habile dit « je pourrais faire tous les jours un gain certain en ne risquant son argent qu'au jeu, où le succès dépend encore plus de l'habileté des tenants que du hasard des cartes et des dés. Cependant, il préfère par goût les jeux où le gain dépend entièrement du caprice des dés et des cartes, et dans lesquels son talent ne lui donne point de supériorité sur les autres joueurs. La raison d'une prédilection tellement opposée à ses intérêts, c'est que les jeux qui laissent une grande part dans l'événement à l'habileté du joueur exigent une contention d'esprit plus suivie, et qui ne tiennent pas l'âme dans une émotion continuelle, ainsi que le jeu des lances quenets, la bassette et les autres jeux où les événements dépendent entièrement du hasard. À ces derniers, tous les coups sont décisifs, et chaque événement fait perdre ou gagner quelque chose. Ils tiennent donc l'âme dans une espèce d'extase, et ils y tiennent encore sans qu'il soit besoin qu'elle contribue à son plaisir par une attention sérieuse, dont notre paresse naturelle cherche toujours à se dispenser. La paresse est un vice que les hommes surmontent bien quelquefois, mais qu'ils n'étouffent jamais. Peut-être est-ce un bonheur pour la société que ce vice ne puisse pas être déraciné. Bien des gens croient qu'à lui seul il empêche plus de mauvaises actions que toutes les vertus. Ceux qui prennent trop de vin ou qui se livrent à d'autres passions en connaissent souvent les mauvaises suites, bien mieux que ceux qui leur font des remontrances. Mais le mouvement naturel de notre âme est de se livrer à tout ce qui l'occupe, sans qu'elle ait la peine d'agir avec contention. Voilà pourquoi la plupart des hommes sont assujettis au goût et aux inclinations qui sont pour eux des occasions fréquentes d'être occupés agréablement par des sensations vives et satisfaisantes. Chacun est entraîné par son plaisir. En cela, les hommes ont le même but, et comme ils ne sont pas organisés d'eux-mêmes, ils ne cherchent pas tous les mêmes plaisirs. Que le mérite principal des poèmes et des tableaux consiste à imiter les objets qui auraient excité en nous les passions réelles, les passions que ces imitations font naître en nous ne sont que superficielles. Quand les passions réelles et véritables qui procurent à l'âme ces sensations les plus vives ont des retours si fâcheux parce que les hommes heureux dont elles font jouir sont suivis de journées si tristes, l'art ne pourrait-il pas trouver le moyen de séparer les mauvaises suites de la plupart des passions d'avec ce qu'elles ont d'agréable? L'art ne pourrait-il pas créer, pour ainsi dire, des êtres d'une nouvelle nature? Ne pourrait-il pas produire des objets qui excitassent en nous des passions artificielles capables de nous occuper dans le moment que nous les sentons et incapables de nous causer dans la suite des peines réelles et des afflictions véritables? La poésie et la peinture en viennent à bout. Je ne prétends pas soutenir que les premiers peintres et les premiers poètes, ni les autres artisans qui peuvent faire la même chose qu'eux et porter si loin leur idée, et qu'ils se voient proposer des vues si raffinées en travaillant. Les premiers inventeurs du bain n'ont pas songé qu'il fût un remède propre à guérir de certains maux. Ils s'en sont servis que comme d'un rafraîchissement agréable durant la chaleur, lequel on a découvert depuis être utile pour rendre la santé dans certaines maladies. De même, les premiers poètes et les premiers peintres n'ont songé peut-être qu'à flatter nos sens et notre imagination. Et c'est en travaillant pour cela qu'ils ont trouvé le moyen d'exciter dans notre cœur des passions artificielles. C'est par hasard que des inventions les plus utiles à la société ont été trouvées. Quoi qu'il en soit, ces fantômes de passion que la poésie et la peinture savent exciter, en nous émouvant par les imitations qu'elles nous présentent, satisfont aux besoins où nous sommes d'être
occupés. Les peintres et les poètes excitent en nous ces passions artificielles en présentant les imitations des objets capables d'exciter en nous des passions véritables. Comme l'impression que ces imitations font sur nous est du même genre que l'impression que l'objet imité par le peintre ou par le poète ferait sur nous. Comme l'impression que l'objet imité ferait, quand ce qu'elle est moins forte, elle doit exciter dans notre âme une passion qui ressemble à celle que l'objet imité y aurait pu exciter. La copie de l'objet doit, pour ainsi dire, exciter en nous une copie de la passion que l'objet y aurait excitée. Et comme l'impression que l'imitation fait n'est pas aussi profonde que l'impression que l'objet même aurait faite, comme l'impression faite par l'imitation n'est pas sérieuse, d'autant qu'elle ne va point jusqu'à la raison pour laquelle il n'y a point d'illusion dans ces sensations, ainsi que nous l'expliquerons tantôt plus au long. Enfin, comme l'impression faite par l'imitation n'affecte vivement que l'âme sensitive, elle s'efface bientôt. Cette impression superficielle faite par une imitation disparaît sans avoir des suites durables, comme en aurait une impression faite par l'objet même que le peintre ou le poète a imité. On conçoit facilement la raison de la différence qui se trouve entre l'impression faite par l'objet même et l'impression faite par l'imitation. L'imitation, la plus parfaite, n'a qu'un être artificiel, elle n'a qu'une vie empruntée, au lieu que la force et l'activité de la nature se trouvent dans l'objet imité. C'est en vertu du pouvoir qui tient de la nature même que l'objet réel agit sur nous. En effet, à la base de ces œuvres que nous prenons en exemple, il y a la nature et une force authentique. En revanche, toute imitation est fausse, dit Quintilien. Voilà nous procède le plaisir que la poésie et la peinture font à tous les hommes. Voilà pourquoi nous regardons avec contentement des peintures dont le mérite consiste à mettre sous nos yeux des aventures si funestes qu'elles nous auraient fait horreur si nous les avions vues véritablement. Car comme le dit Aristote dans sa poétique, les monstres des hommes morts ou mourants que nous n'oserions regarder ou que nous ne verrions qu'avec horreur, nous les voyons avec plaisir imités dans les ouvrages des peintres. Mieux, ils sont imités, plus nous les regardons avidement. Il en est de même des imitations que fait la poésie. Le plaisir qu'on sent à voir les imitations que les peintres et les poètes savent faire des objets qui auraient excité en nous des passions dont la réalité nous aurait été à charge est un plaisir pur. Il n'est pas suivi des inconvénients dont les émotions sérieuses qui auraient été causées par l'objet même seraient accompagnées. Des exemples éclairciront encore mieux que des raisonnements une opinion que je puis craindre de n'exposer jamais assez distinctement. Le massacre des innocents a dû laisser des idées bien funestes dans l'imagination de ceux qui virent réellement les soldats effrénés égorger les enfants dans le sein des mers sanglantes. Le tableau de Lebrun, où nous voyons l'imitation de cet événement tragique, nous émeut et nous attendrit, mais il ne laisse point dans notre esprit aucune idée importune. Ce tableau excite notre compassion sans nous affliger réellement. Une mort telle que la mort de Phèdre, une jeune princesse expirante avec des convulsions affreuses, en s'accusant elle-même des crimes atroces dont elle s'est punie par le poison, serait un objet à fuir. Nous serions plusieurs jours avant que de pouvoir nous distraire des idées noires et funestes qu'un pareil spectacle ne manquerait pas d'empreindre. Dans notre imagination, la tragédie de Racine qui nous présente l'imitation de cet événement nous émeut et nous touche sans laisser en nous la semence d'une tristesse durable. Nous jouissons de notre émotion sans être alarmés par la crainte qu'elle dure trop longtemps. C'est sans nous attrister réellement que la pièce de Racine fait couler les larmes de nos yeux. L'affliction n'est, pour ainsi dire, que sur la superficie de notre cœur, et nous sentons bien que nos pleurs finiront avec la représentation de la fiction ingénieuse qui les fait couler. Nous écoutons donc avec plaisir les hommes les plus malheureux quand ils nous entretiennent de leurs infortunes par le moyen du pinceau d'un peintre ou dans les vers d'un poète. Mais comme le remarque Diogène Laërce, nous les écouterions qu'avec répugnance s'ils déploraient eux-mêmes leur malheur devant nous. Il nous est agréable d'écouter ceux qui conteront des lamentations, alors que c'est sans aucun plaisir que nous entendons ceux qui se lamentent vraiment. Le peintre et le poète ne nous affligent qu'autant que nous le voulons. Ils ne nous font aimer leur héros et leur héroïne qu'autant qu'il nous plaît. Au lieu que nous ne
serions pas les maîtres de la mesure de nos sentiments, nous ne serions pas les maîtres de leur vivacité comme de leur durée, si nous avions été frappés par les objets mêmes que ces nobles artisans ont imités. Il est vrai que les jeunes gens qui s'adonnent à la lecture des romans, dont l'attrait consiste dans des imitations poétiques, sont sujets à être tourmentés par des afflictions et par des désirs très réels, mais ces mots ne sont pas les suites nécessaires de l'émotion artificielle causée par le portrait de Cyrus et de Mandane. Cette émotion artificielle n'en est que l'occasion. Elle fomente dans le cœur d'une jeune personne qui lit le roman avec trop de goût les principes des passions naturelles qui sont déjà en elle et la dispose ainsi à concevoir plus aisément des sentiments passionnés et sérieux pour ceux qui sont à portée de lui en inspirer. Ce n'est point Cyrus ou Mandane qui sont le sujet de ces agitations. On dit bien encore qu'on a vu des hommes se livrer de si bonne foi aux impressions des imitations de la poésie que la raison ne pouvait plus reprendre ses droits sur leur imagination égarée. On sait l'aventure des habitants d'Abdère qui furent tellement frappés par les images tragiques de l'Andromède d'Euripide que l'imitation fit sur eux une impression sérieuse et de même nature que l'impression que la chose imitée aurait fait elle-même. Ils en perdirent le sens pour un temps, comme il pourrait arriver de le perdre à la vue d'événements tragiques à l'excès. On cite aussi un bel exemple du dernier siècle, qui, trop ému par les peintures de Lastrée, se crut le successeur de ces bergers galants qui n'eurent jamais d'autre patrie que les estampes et les tapisseries. Son imagination altérée lui fit faire des extravagances semblables à celles que Cervantes fait faire en une folie du même genre, mais d'une autre espèce, à son Don Quichotte, après avoir supposé que la lecture des prouesses de la chevalerie errante avait tourné la tête à ce bon gentilhomme. Il est bien rare de trouver des hommes qui aient en même temps le cœur si sensible et la tête si faible, supposer qu'il en soit véritablement de tels. Leur petit nombre ne mérite pas qu'on fasse une exception à cette règle générale, que notre âme demeure toujours la maîtresse de ces émotions superficielles que les vers et les tableaux excitent en elle. On peut même penser que le berger visionnaire dont je viens de parler n'aurait jamais pris ni panetière ni houlette sans quelques bergères qu'il voyait tous les jours. Il est vrai seulement que sa passion n'aurait pas produit des effets aussi bizarres si, pour me servir de cette expression, elle n'eût été hantée sur les chimères dont la lecture et de Lastrée avait rempli son imagination. Car pour l'aventure d'Abdère, le fait comme il arrive toujours est bien moins merveilleux dans l'auteur original que dans la narration de ceux qui nous le donnent de la troisième ou de la seconde main. Lucien raconte seulement que les Abdéritains, ayant vu la représentation de l'Andromède d'Euripide durant les chaleurs les plus ardentes de l'été, plusieurs d'entre eux qui tombèrent malades bientôt après récitaient dans le transport de la fièvre des vers de cette tragédie. C'était la dernière chose qui eût fait sur eux une grande impression. Lucien ajoute que le froid de l'hiver, dont la propriété est d'étendre les maladies épidémiques allumées par l'intempérie de l'été, fit cesser la déclamation et la maladie. Du pouvoir que les imitations ont sur nous et de la facilité avec laquelle le cœur est ému. Personne ne doute que les poèmes ne puissent exciter en nous des passions artificielles, mais il paraîtra peut-être extraordinaire à bien du monde, et même assez à des peintres de profession, d'entendre dire que des tableaux, que des couleurs appliquées sur une toile puissent exciter en nous des passions. Cependant, cette vérité ne peut surprendre que ceux qui ne font pas attention à ce qui se passe dans eux-mêmes. Peut-on voir le tableau du Poussin qui représente la mort de Germanicus sans être ému de compassion pour ce prince et pour sa famille, comme d'indignation contre Tibère? Les Grâces de la galerie du Luxembourg et plusieurs autres tableaux n'auraient pas été défigurés si leurs possesseurs les eussent vus sans émotion, car tous les tableaux ne sont pas du genre de ceux dont parle Aristote quand il dit qu'il est des tableaux aussi capables de faire rentrer en eux-mêmes les hommes vicieux que les préceptes de morale donnés par les philosophes. Les personnes délicates souffrent-elles dans leur cabinet des tableaux dont les figures sont hideuses? Comment le ferait le tableau de Prométhée attaché au rocher et peint par Caravage? L'imitation d'un objet hideux fait sur elle une impression qui approche trop de celle que l'objet même aurait faite. Saint Grégoire de Nazianze
rapporte l'histoire d'une courtisane qui, dans un lieu où elle n'était pas venue pour faire des réflexions sérieuses, jeta les yeux par hasard sur le portrait d'un Polémon, philosophe fameux pour son changement de vie, lequel tenait du miracle et qui rentra en elle-même à la vue de ce portrait. Cédrénus raconte qu'un tableau du jugement dernier contribua beaucoup à la conversion d'un roi des Bulgares. Ceux qui ont gouverné les peuples dans tous les temps ont toujours fait usage des peintures et des statues pour leur mieux inspirer les sentiments qu'ils voulaient leur donner, soit en religion, soit en politique. Ces objets ont toujours fait une grande impression sur les hommes, principalement dans les contrées où communément ils ont le sentiment très vif, telles que sont les régions de l'Europe les plus voisines du Soleil et les côtes de l'Asie et de l'Afrique qui font face à ces régions, qu'on se souvienne de la défense que les tables de la loi font aux Juifs de peindre et de tailler des figures humaines. Elle faisait trop d'impression sur un peuple enclin par son caractère à se passionner pour tous les objets capables de l'émouvoir. Dans quelques pays protestants où, sous prétexte de réforme, les statues et les tableaux ont été bannis des églises, le gouvernement ne laisse pas de mettre en œuvre le pouvoir que la peinture a naturellement sur les hommes pour contribuer à tenir le peuple dans le respect des lois. On voit au-dessus des placards où ces lois sont écrites des tableaux représentant le supplice auquel les infracteurs et qui les violeraient seraient condamnés. Il faut que dans cet état rempli d'observateurs politiques qui étendent leur attention sur bien des choses auxquelles on ne daigne point faire réflexion en d'autres pays, nos observateurs aient remarqué que ces tableaux étaient propres à donner, du moins aux enfants qui doivent un jour devenir des hommes, plus de crainte des châtiments prononcés par la loi. Dans la République dont je parle, on fait apprendre à lire aux enfants dans des livres dont l'éloquence est à la portée de cet âge et remplis encore d'images qui représentent des événements arrivés dans leur propre patrie, lesquels sont propres à leur inspirer de l'aversion contre la puissance de l'Europe qui dans le temps est la plus suspecte à la République. Lorsque le système de l'Europe vient à changer, on fait un nouveau livre et on substitue la puissance qui est devenue redoutable de l'État à la place de celle qui a cessé de craindre.